L'événement extraterrestre de Varginha, survenu il y a environ 30 ans, connaît en cette année 2025, grâce à des révélations nouvelles et bouleversantes, un regain d'attention extraordinaire qui le rend soudainement d'une actualité brûlante, comme si le temps n'avait eu aucune prise sur lui. Imaginez-vous installé auprès d'un feu de cheminée aux flammes douces et chaleureuses, par une soirée paisible, laissant votre esprit vagabonder vers les immenses étendues verdoyantes du territoire brésilien. Là-bas, après une pluie légère, une brise caressante charrie le parfum de la terre humide et régénérée. Permettez-moi de vous narrer une histoire authentique, qui s'est déroulée il y a près de 30 ans. Cette histoire n'a rien d'une aventure cinématographique inventée ni d'une pure fantaisie, elle est l'expérience vécue par des personnes ordinaires. Des citoyens lambda qui, par le plus grand des hasards, se sont trouvés confrontés à quelque chose qui dépasse de très loin notre compréhension actuelle de l'univers. Les racines de ces récits épiques remontent à l'année 1947. Lorsque l'incident de Roswell, aux États-Unis d'Amérique, a propulsé pour la première fois avec une force irrésistible le concept d'objets volants non identifiés, que nous appelons aujourd'hui des engins spatiaux provenant d'au-delà de notre planète Terre, dans la conscience collective du public, se propageant à une vitesse fulgurante à travers le monde entier. De ce moment fondateur jusqu'à nos jours, des enquêteurs disséminés sur tous les continents ont documenté une multitude innombrable de phénomènes énigmatiques, signaux inhabituels sur les écrans radars militaires, traînées lumineuses traversant le ciel nocturne, sphères de lumière flottant sans explication apparente, ou encore objets mystérieux abattus par des avions de chasse. L'humanité s'est approchée dangereusement près de ces secrets, nous avons discerné leurs contours avec netteté, entendu le bourdonnement étrange de leur système de propulsion, et parfois même tenu entre nos mains des fragments de débris. La plupart des témoignages concernent cependant des structures inanimées glissant à travers les cieux. Et il est extrêmement rare que l'on évoque les êtres vivants et intelligents qui, selon toute vraisemblance, pilotent ces vaisseaux, ces entités que nous désignons, avec un mélange de respect et de crainte, sous le nom d'extraterrestres. Dès qu'un indice, même infime, pointe vers de telles créatures, la communauté mondiale des passionnés d'OVNI entre dans une frénésie d'excitation. Un exemple marquant fut l'audition au Congrès mexicain en l'an 2023, où 2 corps momifiés étranges furent présentés publiquement, provoquant un tourbillon médiatique planétaire. Le plus souvent, nous n'apprenons l'existence de ces extraterrestres que par des cadavres extraits d'épaves ou exhumés en des lieux reculés. Pourtant, la vie réserve toujours des exceptions stupéfiantes. Parfois, nous ne nous contentons pas d'observer de loin, nous rencontrons des êtres qui respirent, dont le cœur bat, et qui tremblent de peur tout comme nous. Dans des cas d'une rareté extrême, des humains ont même réussi à capturer vivant de tels êtres. Imaginez-vous à quelques mètres seulement d'une créature qui n'est pas originaire de notre Terre. Le cœur battant la chamade d'excitation et d'effroi, des yeux rougeoyants vous fixent sans ciller, et à cet instant précis, vous réalisez que l'être devant vous tremble lui aussi d'une terreur primordiale. C'est précisément une telle confrontation qui s'est produite dans un petit village brésilien. Je vais vous la relater aujourd'hui avec le plus grand luxe de détails, de manière à ce que vous vous sentiez pleinement immergé au cœur des événements. Tout a commencé à l'aube froide du 13 janvier 1996. C'était un matin brumeux dans l'état du Minas Gerais, au sud-est du Brésil. Sous un voile épais de brouillard s'étendaient à perte de vue les plantations de café d'un vert profond et luxuriant. Ce jour-là, les autorités brésiliennes reçurent un avertissement urgent du commandement de la défense aérospatiale nord-américaine, plus connu sous l'acronyme NORAD. Ces radars de surveillance avaient détecté un objet volant dont la vélocité et la trajectoire étaient incompatibles avec tout aéronef humain connu. L'objet plongeait à une vitesse vertigineuse en direction du nord-est de Sao Paulo. Peu après, la confirmation tomba, l'objet s'était écrasé aux abords de la ville de Varginha. Varginha est une petite cité tranquille, aux ruelles étroites, aux maisons modestes, où les habitants vivent principalement de l'agriculture. Personne n'aurait pu imaginer qu'un tel intrus y ferait irruption. Représentez-vous la scène. Oralina de Freitas et son époux Eurico de Freitas s'éveillent comme à l'accoutumée aux premières lueurs du jour. Dans la cuisine, Oralina prépare un petit déjeuner simple. L'arôme intense du café brésilien emplit la pièce, tandis que au dehors les oiseaux saluent le nouveau jour de leur chant joyeux. Soudain, les animaux de la cour paniquent, les vaches mugissent bruyamment, les poules caquettent en désordre. Oralina jette un œil par la fenêtre et reste figée sur place. Sous un ciel grisâtre flotte une immense structure allongée, au contour d'un long autobus scolaire. Mais dépourvue d'ailes et de roues, elle avance en silence absolu, sans le moindre bruit de moteur, seulement enveloppée d'un léger nuage de vapeur blanche. D'une voix tremblante, Oralina appelle son mari. Tous deux contemplent, hypnotisés, l'objet qui vacille, émettant une fumée de plus en plus dense, avant de s'enfoncer vers une colline boisée en périphérie de la ville. Ils ne furent pas les seuls témoins. Le professeur d'université Carlos de Souza roulait sur une route poussiéreuse lorsqu'il aperçut un engin colossal en forme de cigare à 300 ou 400 mètres d'altitude. L'arrière était gravement endommagé et fumait légèrement. Pensant à un accident d'avion,
Il voulut porter secours. En s'approchant, il entendit un grondement sourd et furieux. Vit des débris éparpillés et sentit une odeur âcre d'ammoniac qui piquait les yeux. Rappelant des centaines d'œufs pourris, il ramassa un fragment de métal, fin comme une feuille d'aluminium. Léger comme une plume, mais d'une résistance extrême, reprenant instantanément sa forme initiale, une alliage à mémoire de forme qui défiait alors toutes les connaissances métallurgiques de l'époque. Bientôt, des camions militaires surgirent, des soldats en jaillirent et repoussèrent Carlos sous des ordres tonitruants et des menaces. Il eut tout juste le temps de livrer un bref témoignage à un journaliste local avant de disparaître de la scène publique pendant 26 ans. Peut-être par peur ou sous la contrainte du silence. Si l'histoire s'était arrêtée là, au débris du vaisseau, elle n'aurait été qu'une de ces nombreuses observations d'ovnis ambigus. Mais une semaine plus tard, le 20 janvier 1996, survint une rencontre bien plus émouvante et bouleversante. 3 jeunes femmes, Liliane Silva, âgée de 16 ans, sa sœur Valkyria, 14 ans, et leur amie Katia Xavier, 22 ans, rentraient chez elle après une longue journée de travail. Il était tard dans l'après-midi, elle marchait en riant près d'un terrain de sport lorsque Liliane se figea soudain. Accroupie contre un mur rouillé se tenait une créature. Son cri fit accourir les autres. L'être mesurait environ 1,20 m à 1,40 m. Possédait une peau luisante, huileuse et brune, une tête totalement chauve et disproportionnée ornée de 3 excroissances cornues. Des yeux rougeoyants comme des braises incandescentes. La bouche, le nez et les oreilles étaient à peine visibles. Le visage dépourvu d'expression. Les membres fins en serraient les jambes tremblantes. Le plus bouleversant était l'attitude, loin d'être menaçante. Elle paraissait terrifiée et souffrante. Reflet parfait de la panique des jeunes femmes. Elles fuirent en pleurant jusqu'à leur domicile et racontèrent tout à la mère. Luisa Silva, d'abord sceptique, pensant à une farce, celle-ci les accompagna sur les lieux. La créature avait disparu, ne laissant que des empreintes à 3 doigts dans la terre humide et une odeur persistante d'ammoniac et de soufre. Ce relent dura des jours, résistant même au lavage à l'alcool. Bientôt, la rumeur envahit la ville, la peur poussa les habitants à alerter les pompiers. Signalant un monstre, les sapeurs-pompiers fouillèrent les buissons pendant des heures et capturèrent finalement à l'aide de filets et de bâtons une créature qui gémissait comme un nourrisson. Au même moment, le policier militaire Marco Eli Chérez et son collègue Eric Lopez virent une silhouette traverser la rue en titubant. Marco sauta de la voiture et saisit l'être affaibli à main nue, un liquide visqueux souilla ses manches. À l'hôpital, il fut pris d'une forte fièvre, exhala une odeur de pourri et mourut une semaine plus tard d'un effondrement immunitaire total. Les médecins parlèrent d'une septicémie banale. Mais sa sœur Marta Tavares exigea un enterrement immédiat sans autopsie, alimentant les spéculations sur des pathogènes extraterrestres. Des documents non publics et des témoignages militaires confirment qu'au moins 2 êtres furent capturés vivants, l'un par les pompiers le matin, l'autre par Marco le soir. Tous 2 furent transportés dans des hôpitaux distincts, l'un mourut en moins de 24 heures. Un radiologue anonyme raconta des années plus tard. La voix déformée, comment 10 soldats armés avaient apporté un sac noir, interdisant tout examen, tandis que l'odeur d'ammoniac et de soufre forçait l'évacuation du bâtiment pendant des heures. Le premier être arriva vivant mais très faible dans un autre hôpital, peau brune luisante. Yeux rouges sang, orteils griffus, les militaires ordonnèrent une opération d'urgence. Des gardes armés veillaient devant la porte, les médecins sortirent pâles et terrifiés. Beaucoup pensent que la créature se suicida plutôt que de périr aux mains des humains. Particulièrement touchants sont les récits tirés du livre du docteur Roger Lair et du documentaire, selon lesquels l'être communiqua télépathiquement avec le personnel. Un employé, dont le nom commence par la lettre Monsieur décrivit comment une vapeur bleue envahit la pièce et comment des pensées lui furent transmises. Tristesse face au potentiel spirituel inexploité de l'humanité. Avertissement sur des catastrophes écologiques imminentes. Il souffrit ensuite pendant des semaines de maux de tête et de vertiges. Les corps auraient été transférés via l'académie militaire de Campinas vers les États-Unis, avec des rapports de vol cargo américains non autorisés. Le gouvernement brésilien nie encore aujourd'hui tout en bloc. Les jeunes filles auraient confondu avec un sans-abri dément. L'armée n'aurait fait que des exercices. Marco serait mort d'une infection courante. Les femmes pleurent encore en affirmant qu'on ne peut confondre une tête sans lèvres aux yeux rouges avec un humain. Le psychologue de Harvard John E. Mack, autrefois sceptique, les interviewa personnellement, fit réaliser des dessins et devint convaincu par ce cas, consacrant le reste de sa vie à l'étude de ces rencontres. Les 3 femmes et de nombreux autres témoins payèrent un prix élevé. Katia fut accusée de porter un hybride. Son mariage vola en éclats. Elle sombra dans la dépression. Liliane abandonna l'école. Valkyria s'enferma des années. Carlos de Souza connut des troubles psychiques sous la menace. En l'an 2025, près de 30 ans plus tard, le dossier connaît une véritable renaissance. Le 12 septembre 2025, la municipalité de Varginha inaugura une statue de 4 mètres de hauteur représentant la créature. Œuvre du célèbre artiste Renato Criatura. La sculpture reproduit fidèlement les traits décrits par les jeunes filles, tête énorme ornée de 3 excroissances.
Yeux rouges, peau brune huileuse, et trône désormais au centre-ville comme attraction touristique. Commandé par la mairie pour célébrer cet héritage singulier et attirer annuellement des milliers de visiteurs lors de festivals incluant reconstitutions et conférences. Plus spectaculaire encore, la version étendue et actualisée du documentaire Moment of Contact, nouvelle révélation sur les rencontres extraterrestres. Réalisée par James Fox, sort en première numérique en décembre 2025. Elle inclut des entretiens totalement inédits, parmi lesquels la première déclaration publique du neurochirurgien Italo Venturelli, qui relata une communication télépathique de 4 minutes avec un être captif et attaché, profonde tristesse face au sous-développement spirituel de l'humanité. Avertissement renouvelé sur les crises écologiques. D'autres témoins nouveaux apparaissent. L'ancien chef de police de Tres Corazones, Pedro Luis de Aguilar, des pathologistes ayant examiné les corps et conclu à une origine biologique impossible sur Terre, de nombreux médecins et soldats supplémentaires. Le film présente des archives inédites, photos de camions militaires et protocoles hospitaliers. En novembre 2025, James Fox montra des extraits dans l'émission de Ross Coulthard sur News Nation. Provoquant un émoi mondial, le docteur Venturelli décrit avec précision comment l'être, baigné dans une vapeur bleue, le fixa et transmis des pensées qui le hantent encore. Des enregistrements infrarouges au-dessus de Sao Paulo en juillet 2025 capturèrent également plusieurs objets volants non identifiés manœuvrant à des vitesses extrêmes, suggérant que l'activité autour de Varginha perdure. Le 30e anniversaire, le 20 janvier 2026, suscitera à coup sûr une attention accrue, les experts anticipent de grandes manifestations, de nouvelles déclarations de témoins, et peut-être même des révélations officielles. Varginha est aujourd'hui considéré comme le Roswell brésilien et illustre à quel point nous nous sommes rapprochés des étoiles. Si ce soir vous levez les yeux vers le firmament, vous pourriez ressentir leur regard vigilant. Peut-être sommes-nous enfin prêts pour l'étape suivante, un contact dans la paix et la compassion.